Samedi 21 juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Toutes nos excuses pour ce retard, indépendant de notre volonté. Tout d'abord, sachez que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'envole ce soir même pour la Fédération de Russie où il est attendu pour une visite de travail. Un deuxième déplacement après sa participation au sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 30 juillet 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie ainsi que la diversification des domaines de partenariat. Voyons avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo, les enjeux de cette visite. Sur invitation du président de la Fédération de Russie, le président de la transition, chef de l'État, est attendu à Moscou. Une visite d'État à valeur stratégique, surtout dans un contexte où le Mali redéfinit et avec assurance ses alliances sur l'échiquier géopolitique. Depuis quelques années, Bamako et Moscou ont tissé les liens portés par une convergence d'intérêts militaires, politiques et économiques. Cette visite du président Goïta apparaît donc comme le couronnement d'un rapprochement méthodiquement préparé. Sous les hors du Kremlin, les drapeaux s'apprêtent à flotter côte à côte. La Russie, qui a multiplié ces derniers temps les gestes envers le Mali, s'apprête à dérouler le tapis rouge au président Goïta. Selon des sources diplomatiques russes, le cérémonial sera à la hauteur des ambitions communes. Hymnes nationaux, entretien de haut niveau. Pour le Kremlin, cette visite est plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une démonstration, celle de son ancrage croissant et sans complexe avec un Mali décidé à affirmer sa souveraineté. Dans les rues de la capitale russe, à quelques heures de l'arrivée du président Goïta, le ballet diplomatique s'accélère et les détails sont soignés dans les couloirs du pouvoir. Sur le fond, la visite s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Après les volets sécuritaires et militaires viennent désormais les secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou encore l'agriculture, traduisant une volonté mutuelle d'enraciner un partenariat gagnant-gagnant, cher au discours des deux capitales. L'agenda prévoit une rencontre avec le président Vladimir Poutine. C'est donc bien plus qu'un déplacement, c'est un signal d'un Mali qui assume son repositionnement loin de certaines influences traditionnelles et se tourne vers des partenariats qu'il juge respectueux. Dans une capitale russe habituée aux mobilisations, c'est désormais l'Afrique à travers la Confédération des États du Sahel qui entre dans la lumière. Et c'est le Mali par la voix de son président qui parlera au monde dans les heures qui viennent. Résolument tourné vers l'avenir, fort d'une volonté de stabilité et de souveraineté retrouvée, Bamako veut écrire un nouveau chapitre et Moscou, manifestement, est prêt à en être co-auteur de ce nouveau chapitre. Retour au Mali pour parler de cette réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel tenue ici à Bamako. Au centre de cette rencontre de haut niveau de la hiérarchie militaire de l'espace, le renforcement du cadre de concertation et de coordination du volet principal de la création de l'AES, à savoir la défense et la sécurité. Notre reporter Aridou Matina était présent à la cérémonie d'ouverture des travaux. Son reportage. L'école du maintien de la paix à l'Une-Blondembe de Bamako a ouvert ses portes pour la rencontre de haut niveau des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. Des honneurs militaires tour à tour au général de brigade Célestin Semporé, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, qui avait à ses côtés le général de corps d'armée Sadio Kamara, et au général d'armée Salifou Moudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger. Cette réunion ministérielle de Bamako, après celle des experts déroulée il y a 2 jours pour baliser le terrain, s'annonce comme une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle du principal levier qui a été à la base de la création de l'AES, à savoir défense et sécurité. Ainsi, au regard du contexte actuel, marqué par la recrudescence des menaces terroristes au sein de l'espace confédéral, il s'avère nécessaire de se retrouver et de mettre en place très rapidement des stratégies nécessaires. En septembre 2023, nos 3 États ont posé un acte historique en créant l'Alliance des États du Sahel qui s'est muée en juillet 2024 en une confédération pleinement souveraine, fondée sur la solidarité, la complémentarité et la volonté de bâtir un espace de paix, de dignité et de progrès. Aujourd'hui, face aux menaces multiformes qui pèsent sur nos territoires et nos peuples, nous sommes réunis pour donner corps
à l'un des leviers les plus importants de notre intégration, la mise en place de la force unifiée de l'AES, et nous permettre ainsi le renforcement de nos opérations conjointes et la formalisation du cadre de partage de renseignements. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, nous avons planifié et conduit plusieurs opérations conjointes pour faire face aux menaces de déstabilisation. Celles-ci ont abouti sur le terrain à des résultats satisfaisants dont il faudra se féliciter et se réjouir. La présente réunion doit permettre de faire une évaluation des opérations conjointes réalisées, d'examiner et approuver les modalités de mise en place de la force unifiée de l'AES. Je salue les avancées déjà réalisées dans le cadre bilatéral ou confédéral, conformément à la vision de leur Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. La création de l'AES matérialise la volonté commune des trois États à unir leurs forces et à mutualiser leurs efforts pour la construction d'une architecture sécuritaire solide, souveraine et adaptée aux réalités actuelles. Cette réunion qui nous réunit ici à Bamako intervient dans un contexte où les menaces sécuritaires auxquelles font face nos États ont connu une accélération. Si les volets essentiels du développement et de la diplomatie ont vite été pris en compte pour garantir la cohérence et la pérennité de notre pacte, le soubassement de la défense et de la sécurité reste fondamental. L'esprit sahélien qui nous anime place résolument les populations au cœur de nos priorités. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent d'agir. L'objectif général de notre rencontre d'aujourd'hui est de renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération AES. Déjà au sein de l'espace AES, conformément aux directives du Collège des chefs d'État, certaines initiatives opérationnelles sont encourageantes. L'un des faits les plus marquants de ces derniers mois est sans doute la mise en place d'un cadre de concertation entre les chefs d'état-major des trois pays de l'AES. Ce cadre a permis non seulement de renforcer la confiance mutuelle, mais aussi de concevoir et de conduire plusieurs opérations conjointes d'envergure dans notre espace commun. Ce cadre a élaboré un concept d'opération qui a servi de base pour la planification des opérations conjointes. Ces opérations coordonnées ont produit des résultats concrets. En tout cas, la réunion du Bamako des ministres en charge de la défense de l'AES, qui devra être sanctionnée par des recommandations, constitue un tournant majeur pour la consolidation des efforts en vue de la mise en place d'un outil de défense confédéral efficace et performant. Dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant africain, la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé une conférence débat autour du thème budgétisation des droits de l'enfant. On en sait davantage avec Awa Traoré. Initiée par la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, en partenariat avec l'UNICEF, cette conférence s'inscrit dans la mouvance de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Le débat était animé par d'éminents chercheurs et conférenciers. C'est sur ces quelques mots en bambara que Daouda Tekete a rappelé aux jeunes étudiants le passé glorieux de nos ancêtres, mettant en exergue le rôle que jouait la jeunesse dans la société. La bambara, pour moi, c'est une de nos langues. Et je crois que je ne pouvais mieux communiquer avec l'assistance que dans cette langue-là. Alors voilà pourquoi je l'ai fait. Et en rappelant aussi nos ancêtres, les faits de nos ancêtres, j'ai la conviction profonde
qu'on ne peut pas être un connaisseur, un grand connaisseur, en réunissant ses ancêtres. L'épanouissement des enfants est une affaire de tous. Et pour cela, l'État joue sa partition. Et de nombreux défis restent à relever. Aujourd'hui, nous constatons que l'enfance est un secteur sous-financé. Alors donc, nous attirons l'attention des plus hautes autorités sur la nécessité d'avoir vraiment un regard sur ce secteur-là. Le développement de l'Afrique doit passer par la spiritualité, selon Daouda Tekete. La jeunesse est le socle du développement, d'où l'importance de ce débat. Nous inspirant de notre spiritualité, nous arriverons à faire beaucoup de choses et nous arriverons à être beaucoup plus libres, en conformité et je dirais même avec l'univers. J'ai beaucoup appris là-dessus, à travers l'éducation des enfants. Comme je suis maman, je pourrais transférer ces messages à mes enfants pour la bonne éducation et aux enfants d'autrui. Des enfants épanouis constituent la plus grande richesse d'une nation. Et investir dans leur éducation, c'est investir dans un avenir meilleur pour tous. Renforcer la cohésion sociale entre des personnes venant d'horizons différents, c'est le but d'une formation de 2 jours destinée à une quarantaine de déplacés internes, de réfugiés et de membres des communautés hautes du district de Bamako. C'est une initiative de l'ONG AFEM, Association des femmes entreprenantes du Mali, à travers le projet PAPST. Compte rendu, Soumaou Aïdara. Réunir déplacés, réfugiés et communautés hautes autour d'une même table, leur parler de paix et de vivre ensemble. Telle est la vision de l'AFEM, Association des femmes entreprenantes du Mali, qui a organisé une formation de 2 jours pour renforcer la cohésion sociale dans le district de Bamako. À travers cette formation, nous voulons changer le comportement des déplacés internes et les populations autochtones pour que chacun soit dans une dynamique de cohésion sociale. Ça leur permet de savoir comment faire pour pouvoir rester en cohésion sociale avec les familles d'accueil et les déplacés. Qu'ils sachent comment se comporter pour qu'il y ait une paix entre eux. Organisée avec les soutiens de l'Allemagne et du Canada à travers la GIZ, Agence de coopération internationale allemande pour le développement, cette session s'inscrit dans le cadre du projet PAPSE qui vise à renforcer la participation socio-économique des populations vulnérables tout en ravivant un tissu social fragilisé par les crises. On a vu souvent entre les populations déplacées et les communautés d'accueil, souvent il y a des conflits entre eux parce qu'ils n'ont pas de même mentalité et aussi ils n'ont pas de même culture. Et souvent ça pose problème entre eux. Donc l'objectif de cette formation, c'est de réunir ces 2 communautés pour les former et sensibiliser concernant la cohésion sociale. Au cours de ces 2 jours de formation, les déplacés, les réfugiés et les communautés hautes pourront ensemble tracer les premiers pas d'un vivre ensemble durable. Il faut rappeler que le projet de renforcement de la cohésion sociale au sein et entre les populations déplacées internes, réfugiés et des populations hautes vulnérables intervient aussi à Kaï, Ségou, Mopti et Gao. Et beaucoup d'activités de sensibilisation sur la protection de l'environnement à Kaï dans le cadre de la clôture de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Sur ORTM Kaï, les habitants ont pu écouter une émission en rapport avec le thème de la quinzaine de l'environnement. Des matériels d'assainissement ont été distribués à travers la ville, occasion aussi de procéder au lancement des activités de curage en prélude à l'hivernage qui a d'ailleurs déjà commencé. Reportage à Kabadjara. Au cours de cette clôture de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement à Kaï, les activités relatives au curage des caniveaux et autres ouvrages de canalisation de la commune en général et du quartier des Plateaux en particulier, jusque-là encombrés par des ordures de tout genre, ont été lancées. C'est pour prévenir les inondations pendant l'hivernage. Si nous devions assainir, on assainit pour nous-mêmes, parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de ces actions d'assainissement. Si nos caniveaux sont obstrués, si nos rues sont sales, les tas d'ordures partout, nous sommes les premières victimes. Donc nous devons être les premiers citoyens engagés véritablement pour notre propre environnement. Le plastique
autrefois considéré comme une innovation, est aujourd'hui devenu l'un des plus grands fléaux de notre époque. Les sachets et autres déchets plastiques jonchent nos rues, bouchent nos caniveaux, polluent nos cours d'eau, détruisent nos terres agricoles et menacent notre santé. La région des Cayes, malgré son éloignement des grands centres industriels, n'est pas épargnée. Il est donc temps d'agir collectivement et avec détermination. Agir, c'est adopter des comportements responsables. Agir, c'est sensibiliser, éduquer, trier, recycler et réduire notre consommation. Le chef de l'exécutif régional a ensuite invité les autorités communales de la ville de Cayes à faire des efforts supplémentaires dans le cadre de l'assainissement en prenant à bras le corps le ramassage des déchets issus des curages du caniveau après le balayage des artères principales. Plusieurs activités ont constitué les temps forts de cette cérémonie de clôture, à savoir la distribution des matériels d'assainissement poubelles aux quartiers de Cayes et aux services régionaux. Près de 12 426 ménages ont été touchés par les inondations de l'année dernière à Ségou. Dans la région, on renforce les capacités pour faire face aux catastrophes liées à la saison pluvieuse, d'où la tenue de cette rencontre de mise à jour du plan de contingence multirisque de la région de Ségou, initiée par la Direction régionale de la protection civile avec l'appui technique et financier de l'ONG AMSOD. Reportage Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Le plan de contingence multirisque est un document stratégique préparé à l'avance pour faire face à plusieurs types de catastrophes ou de situations d'urgence. À l'approche de la saison pluvieuse 2025, la région de Ségou prend le devant. La Direction régionale de la protection civile, avec le soutien de l'ONG AMSOD, a réuni les acteurs clés pour mettre à jour le document cadre qui servira de boussole pour les prises de décision. Nous avons été témoins des phénomènes climatiques extrêmes, notamment les inondations de l'année 2024. Ces événements ont eu des conséquences dévastatrices sur nos communautés, en particulier dans les zones vulnérables comme celle de notre région où près de 12 426 ménages ont été affectés, soit 74 552 personnes sinistrées et des milliers d'hectares de terres cultivables perdues. L'objectif que nous partageons aujourd'hui est clair. Disposer ensemble d'un plan stratégique solide qui nous permettra d'anticiper les crises, de mieux organiser nos réponses et surtout de protéger et de sauver des vies. Fidèle à sa mission d'appui aux populations vulnérables, AMSOD est pleinement engagé à vos côtés. Cet atelier financé par l'ONG AMSOD permet aux participants d'analyser les vulnérabilités locales, les capacités de réponse et les leçons tirées des crises passées. L'hivernage s'approche et que nous devons préparer. Ce plan va contribuer certes, mais je demanderai au nom du gouverneur l'engagement et la mobilisation de tous les partenaires, de tous les acteurs. Il faut que nous puissions anticiper sur les événements. Il ne faut pas qu'on soit surpris comme l'année dernière, parce que la nature a ses droits, a ses règles, à nous de nous préparer. En dotant la région d'un plan de contingence multirisque actualisé et mieux structuré, la Direction régionale de la protection civile et l'ONG AMSOD posent les bases d'une résilience durable, une démarche saluée par les participants. En 5e région, les acteurs et partenaires de la santé des régions de Mopti, Douanzan et Bandiagara se sont réunis autour du CROCEP, Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES. C'était pour évaluer le plan opérationnel de l'exercice écoulé avant de se projeter dans le futur. Boubacar Sangaré et Souleymane Tessougué. Les assises du CROCEP 2025, Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES, se sont tenues dans un contexte marqué par la persistance de la crise sécuritaire et économique qui a impacté la mise en œuvre des programmes de développement socio-sanitaire. Toutefois, des résultats satisfaisants ont été obtenus au cours de l'exécution du plan opérationnel 2024. Dans le domaine de la santé, du renforcement de la lutte contre la maladie et la malnutrition, l'organisation de 2 passages des campagnes de vaccination contre les maladies cibles du PF, grand rattrapage, l'organisation de 4 passages de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois.
En termes de programmation, nous estimons quand même avoir un budget de 10 milliards 200 millions environ. Avec l'acquisition de ce budget, nous allons pouvoir dérouler ce plan. Pour l'atteinte des objectifs, les autorités peuvent compter sur l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous, les partenaires techniques et financiers, réitérons notre accompagnement tout au long du processus de planification des activités ainsi que dans leur mise en œuvre, leur suivi et évaluation. De fortes recommandations ont sanctionné ces 2 jours d'assises. Il s'agit d'affecter un radiologue et un neurochirurgien à l'hôpital Sommet de Mopti et insérer dans les plans opérationnels la possibilité de mener des études sur l'hypertension artérielle. Et nous allons suivre dans le reportage qui suit le lancement officiel des travaux de surcreusement de la Grande Mare d'Étambara dans la région de Kidal, une action longtemps souhaitée par les communautés qui créent des emplois dans la localité. Reportage Idrissa Djibrila Maïga et Sungalo Doumbia. Les travaux de surcreusement de la mare d'Étambara s'étaleront sur une période de 50 jours pour 300 ouvriers. Cette activité de grande ampleur est financée par le CICR à travers la sous-délégation de Kidal. C'est l'occasion pour moi de remercier le CICR, un partenaire stratégique qui a accepté de financer les travaux à hauteur de 45 900 000. Il y a 306 personnes, ouvriers, qui vont travailler quotidiennement ici, chaque jour. Pour le CICR, pour nous avoir permettre de travailler dans la mare de Kidal, pour qu'on puisse gagner notre survie un peu. L'aménagement de la mare va concerner une surface d'1 hectare pour une profondeur de 90 cm. L'ICR, après avoir évalué le besoin qu'il y avait dans le secteur, il avait accepté de pouvoir faire un engagement financier pour procéder au surcreusement de la mare d'Étambara, ce qui va générer beaucoup de bénéfices. Premièrement, sur l'être humain lui-même, il y aura pas forcément beaucoup de pénuries comme nous les constatons aujourd'hui, mais aussi ça va générer beaucoup de bénéfices connexes pour le bétail et le moyen d'existence de l'être humain qui est touché par le conflit en ce moment ici à Kidal. La mare d'Étambara joue un rôle essentiel dans l'alimentation de la nappe phréatique de la ville de Kidal. La population de Tombouctou dans son ensemble a prié ce vendredi et formulé des bénédictions en faveur de la paix et de la stabilité dans le pays à la grande mosquée de Djingaribey. Cette initiative émanant du Haut Conseil islamique du Mali a enregistré la présence des autorités administratives et religieuses de Tombouctou. Reportage Najim Babasisi, Mahamadou Askoufari. La prière de ce vendredi 20 juin à la grande mosquée de Tombouctou a un cachet particulier. Les fidèles ont prié pour la paix et la stabilité, connaissant la situation du pays. Une initiative du Haut Conseil islamique du Mali qui engage chaque Malien à jouer sa partition en faisant de prières et bénédictions pour le pays, mais aussi pour les forces de défense et de sécurité. C'est la demande du Haut Conseil islamique national et demande à tous les musulmans du Mali de profiter de ce grand jour, ce jour vendredi, ce jour béni, ce jour d'acceptation des vœux au niveau de Dieu, de tous les musulmans, dans toutes les mosquées du Mali, dans toutes les zaouïas du Mali, dans tous les regroupements de tous les musulmans, que tout le monde, avec un seul cœur, faire face à Allah subhanahu wa ta'ala pour que la paix revienne au Mali. Nous sommes en guerre, nous faisons face à l'ennemi invisible. Donc nous ne pouvons sortir de cette crise qu'en priant Allah, qu'en demandant à Allah de s'intercaler entre nous et ces ennemis du pays-là. Il n'y a que Dieu qui puisse alléger la situation. Les autorités administratives ont brillé par leur présence aux côtés des fidèles, comme toujours, pour marquer leur solidarité et accompagnement pour une paix durable dans un Mali uni. Ces gestes nous réconfortent à plus d'un titre lorsque ça vient directement de la population qui a pris l'initiative à travers le Haut Conseil islamique pour prier, faire des bénédictions pour la paix et la stabilité du pays. Dans les 3 Fatiha au rythme de l'imam Alpha Ibrahim Ben Essayouti, les fidèles ont loué Allah le miséricordieux à aider le Mali à transcender cette étape de turbulence de son histoire et donner la force aux femmes pour atteindre leurs objectifs. Toujours plus unis,
toujours plus résilient, toujours plus fort. C'est la devise des premiers Jeux de l'AES qui seront lancés tout à l'heure à 16h au Palais des Sports de Bamako. Les compétitions se dérouleront du 21 au 28 juin 2025. Les délégations burkinabè et nigériennes sont déjà sur place. Environ 500 athlètes vont y participer. Ces Jeux ont pour objectif de favoriser le brassage, le vivre ensemble entre les populations de l'AES par le biais du sport. Écoutons le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Abdul Kassim Ibrahim Fomba est au micro de Abdul Karim Kaba. L'organisation des premiers Jeux de l'AES est une instruction des plus hautes autorités. Vous savez que nous avons eu la chance d'avoir des dirigeants qui ont tracé de nouvelles lignes pour le bonheur de nos populations. Et dans ce cadre-là, ils ont mis l'accent en mettant en place la Confédération des États du Sahel. Et je pense que les différents ministres en charge de la jeunesse et des sports, sur instruction des plus hautes autorités, ont décidé d'organiser les premiers Jeux de l'AES. Ces premiers Jeux de l'AES, c'est pour nous un espace, un cadre pour pouvoir rassembler aujourd'hui tout le milieu sportif, toute l'expertise de la jeunesse sportive, afin de magnifier déjà les talents que nous avons, mais également de montrer au monde entier qu'aujourd'hui, nos peuples sont des peuples qui peuvent organiser des événements à une dimension internationale. Et c'est ce qui motive aujourd'hui l'organisation de ces premiers Jeux de l'AES. Au-delà de cela, nous devons parler de l'intégration du milieu sportif, bien entendu au-delà de l'intégration des peuples, c'est de montrer qu'aujourd'hui, nous sommes en phase à ce que nos acteurs, nos athlètes, nos joueurs puissent communier ensemble, participer à une compétition et pourquoi pas un jour constituer la même équipe. Et je pense que ces premiers Jeux de l'AES, c'est aussi une façon de magnifier l'expertise, la connaissance et la force de la jeunesse dans le cadre du sport. Nous sommes prêts à relever tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui peuvent aider à épanouir notre population. La devise, toujours unis, toujours résilients et toujours plus forts. Voilà, l'événement sera retransmis en direct sur nos antennes radio et télé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Moi, je vous retrouve demain à 13h, Inch'Allah. Bel après-midi sportif avec nous. Badani bole fe walona Badani yo sabe ya badani e fe walona Badani yo sabe ya badani wanu majara Badani yo sabe ya badani e fe walona Fa badani be mabro samona badani be mata Badani yo sabe ya badani e fe walona Mata